Tu te souviens, grand-mère, quand on allait se promener dans notre première de cheval? Ah, il y a du beau monde devant nous, là. Je vais essayer de parler français. Il y a du monde devant nous aujourd'hui, là. Oui, c'était bien. Quand il faisait très beau, on choisissait d'aller vers les endroits avec un peu de fraîcheur, du côté des étangs et des marais, autour du canal de la Sensée. Oui, on commençait toujours par la grande table de pique-nique appelée la cuisine des sorciers. C'était en haut des marais d'Amel. La cuisine des sorciers? Bah oui, là où se rassemblaient les bohémiens qui s'arrêtaient pour dire aux villageois le coin de la bonne aventure. Il faut dire que c'était une sacrée aventure. Pour monter tout en haut de la colline, on était perché, la grosse table en pierre. Le coin a bien changé. Jadis, le dolmen, Le dolmen. oui, c'est comme ça que ça s'appelle, cette grosse table en pierre. Eh bien, il n'y avait pas d'arbres aux alentours, et ce dolmen trônait tout en haut de la colline. Les bohémiens qui passaient, avec leur allure étrange, incitaient les paysans à prendre des mesures de sécurité lorsqu'ils voyaient leur feu de campement la nuit. Ils aspiraient une telle terreur. Je me souviens, il y avait des trous sur la grande table. Et il y avait des espèces de trous. C'était quoi déjà? Il y avait de grands rassemblements de sorciers et de sorcières, les nuits de pleine lune. Ils s'assemblaient pour invoquer leur grand patron, Lucifer. Après de longues heures de danses endiablées, leur maître consentait à descendre sur la table de pierre pour accepter les offrandes de ses subordonnés terrestres et profiter des avantages offerts par les sorcières dénudées. De satisfaction, il tapait de ses sabots sur le gros grès, laissant ainsi la marque de ses traces, de ses pieds fourchus. Tu crois? Ah, bien sûr que j'y crois! Et comment elle s'appelait la source en bas de la colline? La cuisine des fées. Tu y crois aussi aux fées, toi? Ah, bien sûr que ça existe! L'eau était miraculeuse, à tel point que les habitants des environs venaient s'approvisionner à cette source. Ça leur donnait un teint de jeunes filles et de jeunes hommes. Les fées utilisaient également cette eau pour cuisiner là-haut sur la table des sorciers de merveilleux repas qui enivraient les habitants des villages voisins. Et alors? Bah, bien sûr, c'était les fêtes de sabbat. Les villageois plus âgés n'y allaient plus, car ils avaient remarqué que parmi eux, des jeunes garçons et des jeunes filles ne revenaient plus les jours suivants et réapparaissaient quelques semaines plus tard dans les villages voisins, complètement désorientés et ne sachant pas ce qui leur était arrivé. Peut-être que c'était des extraterrestres qui les avaient enlevés. Mais non, ils n'existaient pas encore à cette époque-là. Tu te trompes de période. Et après? Plus loin, on descendait et on pouvait traverser les marais par une petite route bordée de petits chalets de pêcheurs. On remontait de l'autre côté de la colline. Je me souviens, c'était la grande pierre toute droite au milieu des champs. Oui, un menhir, on dit. Je ne te crois pas. Si, je vais te raconter sa véritable histoire. Tu la connais, toi, la véritable histoire? Bien sûr. C'était dans l'année de sa très gracieuse majesté, le roi Dagobert, qui ne savait pas s'habiller. Comment elle est arrivée là, fichée dans le sol, comme si elle était tombée du ciel? Tu ne crois pas si bien dire. C'est de cette façon qu'elle s'est plantée, de telle sorte que tout le royaume fonctionnait à l'envers. Dans ce village de l'Écluse, où l'on éclusait beaucoup d'ailleurs, le fermier paysan Sancier de la rue d'en haut se lamentait de cette année déplorable à cause de la sécheresse qui sévissait. Les récoltes ne donnaient pas grand-chose, par conséquent, l'argent ne rentrait pas beaucoup. Comble de malheur, le peu de paille qui lui restait pour donner à manger à ses bêtes reçut un éclair de chaleur qui lui mit le feu. Toute sa grange est partie en fumée. Il se désespérait. C'était le plus grand
de tous les malheurs qu'il avait subis depuis qu'il était né. « Femme, dit-il à son épouse, il faut trouver une solution. »« Ce n'est pas compliqué, lui répondit-elle. Fais comme moi, lève les yeux au ciel, fais une prière. Il y aura bien là-haut quelqu'un qui t'entendra et pourra résoudre ton problème. » Il faut bien souligner que c'était une épouse, comme on en voyait beaucoup à cette époque très lointaine, très religieuse et très portée à implorer et prier le ciel pour obtenir les grâces dont elle voulait être satisfaite. Voilà notre fermier à se creuser la tête. Il ne savait pas encore qu'on pouvait aussi se creuser les ménages, qui ne sont bien sûr beaucoup plus efficaces qu'une simple caboche, beaucoup plus difficile à creuser. « Bon sang, mais c'est bien sûr, dit-il à très haute voix pour qu'on l'entende. Ce serait bien le diable si ça ne marche pas. Mon épouse a bien raison. De là-haut, dans le ciel, tu m'as envoyé un éclair pour brûler ma branche. Ma grange, envoie-moi des maçons pour la reconstruire. » Il avait crié si fort, « C'est bien le diable si ça ne marche pas !» que c'est le diable lui-même qui l'a entendu. Dévoué comme il est descendu tout de suite, sans se changer. Le fermier, ne le connaissant pas, le prit pour un messager de l'univers céleste. Il lui explique la situation. Plus de grange pour ses récoltes, pour ses bêtes. Il faut tout reconstruire très rapidement. L'étrange étranger, aux pieds fourchus, à la laine si chaude que l'on pouvait faire cuire des brochettes devant sa bouche, lui déclara « Je peux te reconstruire ta grange en une nuit. » Le fermier est interloqué. « Comment cela en une nuit ?»« Oui, dit le diable, ce sera fini avant le chant du coq, car c'était lui-même Belzébuth en personne. Tu l'as deviné. Ce sera fini avant le chant du coq si tu restes dans ton lit avec ta femme toute la nuit. Demain matin, tu la retrouveras entièrement reconstruite comme elle était auparavant. Seulement, mon travail a un coût. Lorsque tu mourras, tu viendras avec moi dans mon royaume. » Bien entendu, c'est d'accord, je tope là, dit le paysan, qui ne s'était pas aperçu qu'il venait de donner son âme au diable contre la reconstruction de sa grange. Tu me racontes des carabistouilles. Oh non, 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 c'est bien comme cela que ça s'est passé. Sitôt le soleil disparut, le diable se mit à l'ouvrage. Dans leur lit, les paysans s'étaient endormis avec beaucoup de sérénité, très rassurés et très satisfaits de cette bonne aubaine toute chaude tombée du ciel. Mais sa femme, alors là, vous savez comment sont les femmes, elle n'arrivait pas à dormir. Elle se tournait, se retournait dans ses draps. Curieuse comme elle était, elle allume une chandelle et va voir ce que peut bien faire l'étrange étranger. Elle passe à côté du poulailler. Le coq voit la lumière. Il se met alors à chanter joyeusement et bien fort pour que tout le village se réveille. Ce n'était pas dans leur accord. Personne ne doit le voir travailler la nuit. Furieux d'avoir été trahi, le diable s'arrêta au troisième cocorico. De rage, il lança en l'air un énorme bloc qui devait servir pour le portail de la grange et vint se ficher en terre au milieu des champs. C'est ce qu'il en reste encore. Oui, regarde bien, on distingue encore sur la pierre la trace d'une griffe de ses doigts crochus. Je ne te crois toujours pas. C'est encore une carabistouille, comme t'en as l'habitude. Et puis après, on allait voir un rond de petites pierres en haut d'une butte. Oui, c'était là un peu plus loin, à Sailly-en-Ostrovent. Comment s'appelaient les petites pierres tout en haut de cette colline? Il s'agit des bonnettes de Sailly-en-Ostrovent. Tu vas encore nous raconter des cacoules, comme les 7 filles qui n'ont pas été à la messe. Parfaitement. Regarde en haut de ce tas de pierres au milieu des champs, un tumulus. C'est de la pierre qui a été rapportée. Il y avait 7 bornes à 10 et c'est pour cela qu'on l'appelle les 7 bonnettes. Les pierres... Les pierres, c'est pas des tuteurs à tomates quand même. On raconte que cette jeune fille, au mépris des saintes lois du dimanche, avait l'habitude d'aller danser sur ce monticule pendant les vêpres. En vain, le curé avait prodigué les exhortations pour les en détourner. En vain les avait-il menacés de terribles jugements de Dieu.
Elle ne tint compte ni de ses avis, ni de ses menaces. Un jour de dimanche, elles y allèrent folâtrer selon leur coutume. Mais tout à coup, voilà que leur danse en rond s'est arrêtée. Leur tête devient raide, leurs bras se collent à leur coque, leurs jambes s'enfoncent dans le sol. Elles étaient changées en pierre. Le ciel les punissait de leur désobéissance. On a couru, on voulut les arracher de la terre, tout fut inutile. On les voit bien là, figés dans la pierre, et on peut en reconnaître que leur tête a été mise au carré. C'est bien fait pour elles. Regarde sur les bords du talus, on distingue de nombreuses excavations. Elles font penser à ce tertre recélé dans ses entrailles de nombreux trésors, des objets précieux. Une excavation a été commencée sur l'un de ses flancs et un bruit court dans le pays que le chercheur de trésors a renoncé à son entreprise parce qu'il a été cruellement maltraité par l'esprit du démon qui garde les 7 bonnettes. Ça ne nous empêchait pas de nous installer sur cette butte pour manger un morceau, boire un coup et faire une petite sieste. Personne ne sortait mystérieusement du talus pour nous déranger. Ouais, on revenait tranquillement à la maison en prenant notre petite de chaud, bien heureux de cette belle journée. Tu ne m'empêcheras pas de penser que tout ce que tu viens de raconter, c'est des faridondelles, des carabistoules et des conneries.